Depuis 3 ans, on nous explique que l'enjeu de la guerre en Ukraine, ce serait le droit du peuple ukrainien à disposer de lui-même. Il s'agirait de la défense de la démocratie et de la liberté contre la dictature. Tous les dirigeants du monde, les Biden et Macron, ont juré la main sur le cœur n'avoir pas d'autre préoccupation que le bonheur du peuple ukrainien. Et en même temps, toute dénonciation des puissances impérialistes qui profitent de la guerre pour accroître leur domination sur la région a été assimilée à un soutien à Poutine par les journalistes et politiciens bourgeois. Eh bien, depuis l'élection de Trump en début d'année, le voile de mensonge se déchire. Et tout le monde peut voir que l'objectif de la guerre est en réalité de déterminer qui pillera l'Ukraine, sinon toute la région. Maintenant, le langage mielleux et mensonger des dirigeants occidentaux au début de la guerre a fait place au langage brutal et sans phare de l'impérialisme. Et cela sans que les peuples concernés aient leur mot à dire. On l'a bien vu dans l'affaire des terres rares, des métaux stratégiques abondants en Ukraine. Trump et Poutine se les sont attribués sans même mettre Zelensky au courant. La prétendue aide des pays impérialistes, elle révèle son véritable visage, celui d'un nœud coulant autour du cou du peuple ukrainien. Et on voit à quoi aboutissent les belles promesses des puissances dites démocratiques. Un pays ravagé par la guerre, partagé comme un gâteau entre la Russie et les différentes puissances impérialistes, soumis à la dictature des grandes entreprises américaines et européennes. Et le peuple ukrainien aura-t-il seulement la paix, alors que le monde plonge dans la guerre et que les rivalités entre grandes puissances ne font que s'accroître? Bon, c'est à tout ça qu'il faut réfléchir, si on veut mettre fin à toutes ces horreurs qu'engendre la domination impérialiste. Alors depuis le début de la guerre en Ukraine, on nous raconte que celle-ci serait due aux ambitions du dictateur Poutine, qui aurait pour projet de reconstruire l'URSS ou l'Empire tsariste. Bon, que Poutine ait pour ambition de créer, comme il dit, une grande Russie, oui, c'est certain. Mais prétendre expliquer ainsi la situation, en fait, c'est qu'une manière de cacher la responsabilité écrasante des grandes puissances occidentales dans le déclenchement de la guerre. Ça fait 30 ans, depuis la chute de l'Union soviétique, que les impérialistes américains et européens manœuvrent en Europe de l'Est pour accroître leur influence. De nombreux pays frontaliers de la Russie ont rejoint l'OTAN, l'alliance militaire contre l'URSS, qui avait été créée par les États-Unis à l'époque de la guerre froide. Nombre de ces pays ont accueilli des bases militaires, des troupes, des rampes de missiles pouvant atteindre les grandes villes russes. Et il ne s'agit que des informations officielles. Il y a 1 an, le New York Times, il a par exemple révélé que la CIA est disposée d'une douzaine de bases secrètes et de plusieurs centaines d'agents en Ukraine depuis 10 ans. Et elle collaborait activement avec l'armée ukrainienne. Les pays d'Europe de l'Est ont aussi vu débarquer les entreprises occidentales, attirées par les marchés à conquérir et une main-d'œuvre qualifiée mais peu chère à exploiter. Alors la bureaucratie russe, voyant la menace que représentait cette avancée des forces militaires impérialistes dans la région, a cherché à y mettre un stop. Évidemment, c'était pas pour préserver les peuples du pillage capitaliste. C'était pour préserver sa propre influence sur la région, qui lui sert à la fois de source de richesse et de zone tampon entre elle et ses adversaires européens et américains. Mais les propositions alléchantes faites aux oligarques et dirigeants ukrainiens par les instituts et États du monde capitaliste ont amené de plus en plus l'Ukraine dans le giron occidental. En 2014, après un bras de fer entre les fractions pro-russes et pro-occidentales du pouvoir, l'Ukraine signa un accord de libre-échange avec l'Union européenne. Ça a été la goutte de trop pour la bureaucratie russe, qui choisit alors de s'emparer de la Crimée et de soutenir la sécession menée par des milices à sa solde dans l'est du pays. La France et l'Allemagne, soutenues par les États-Unis, poussèrent alors à des accords, qu'on a appelés accords de Minsk, pour geler le conflit et gagner du temps. Ils en profitèrent pour renforcer l'armée ukrainienne et prendre encore plus le contrôle de l'économie du pays. Ainsi, aujourd'hui, 4 groupes français et allemands, parmi lesquels Casino et Auchan, se partagent le marché de la grande distribution. Et le trust américain Westinghouse a récupéré le marché de la fourniture de combustible pour les réacteurs nucléaires ukrainiens, ainsi que celui de la construction de nouveaux réacteurs. Alors, s'il n'était pas possible de prévoir que Poutine lancerait ses troupes sur l'Ukraine le 24 février 2022, en revanche, toute la politique des puissances impérialistes avait poussé à cette guerre. Les capitalistes occidentaux ont sciemment joué avec la peau du peuple ukrainien, en étendant toujours plus leurs griffes sur l'Europe de l'Est.
les travailleurs et ceux qui se réclament du combat révolutionnaire n'ont donc aucune raison de soutenir l'effort de guerre de leur État en Ukraine, quand bien même celui-ci se ferait au nom de l'indépendance de l'Ukraine. Car en réalité, il s'agit de placer ce pays sous la coupe du grand capital impérialiste. Alors dire ça, c'est évidemment pas soutenir la dictature de la bureaucratie russe, ennemie jurée des travailleurs, ni sa sale guerre, qui a abouti à creuser un fossé de sang entre les peuples. Mais pour nous qui militons dans des pays impérialistes pillards, prétendument démocratiques, il est absolument nécessaire de n'être jamais solidaire de la politique de notre propre bourgeoisie, surtout en temps de guerre. De dénoncer d'abord et avant tout notre propre impérialisme, nos propres dirigeants, et d'affirmer non seulement qu'ils ont le même mépris que Poutine pour les peuples, mais que la classe ouvrière ne peut en aucun cas les soutenir, qu'elle doit les combattre. Car au final, ce sont les ouvriers et paysans ukrainiens, et n'oublions pas leurs frères et sœurs de Russie, qui payent le prix des rivalités entre la bureaucratie et la bourgeoisie impérialiste. Évidemment, il y a les horreurs de la guerre. Des deux côtés du front, il y aurait près d'1 million de morts et de blessés, et ce total n'est que provisoire. Les récits des soldats terrés dans des casemates et des tranchées en première ligne font penser à la Première Guerre mondiale, avec la boue, les rats, les maladies, la peur, la mort qui plane en permanence. Un soldat ukrainien décrit ainsi la zone de combat, je le cite. C'est apocalyptique. Ce sont juste des territoires ravagés et complètement vides sur les kilomètres qui séparent nos deux armées. Rien n'échappe aux drones. Et bien sûr, des deux côtés, il y a la hiérarchie militaire ultra corrompue qui détourne des sommes faramineuses, laissant les soldats se débrouiller avec du matériel défectueux, des rations de nourriture insuffisantes. Ceux qui peuvent payer arrivent à quitter le pays ou à se trouver un poste planqué à l'arrière, tandis que les plus pauvres y sont envoyés au front, dans les secteurs les plus exposés. À l'arrière, des bombardements frappent fréquemment les villes. Des millions de personnes vivent dans l'angoisse de recevoir une bombe ou une lettre leur annonçant la mort d'un proche. Près du front, les paysans doivent travailler dans leurs champs, au risque de sauter sur une bombe non explosée ou une mine, qui recouvrirait un tiers du territoire selon les estimations. Alors tout ça, c'est particulièrement vrai pour l'Ukraine, bien sûr, mais même si les médias en parlent beaucoup moins, ça s'applique aussi à la Russie, que les drones frappent d'ailleurs de plus en plus souvent, jusqu'à Moscou. Alors les conséquences économiques de la guerre, elles sont pas moins dramatiques. En Ukraine, le salaire minimum reste très bas, aux alentours de 500 € par mois, alors que l'inflation atteint des sommets. Bien des travailleurs ne peuvent plus acheter de viande, de beurre ou de légumes frais. La pénurie de logements fait encore grimper les prix des loyers, en particulier dans les grandes villes. Même le prix des funérailles a doublé ou triplé. L'effort de guerre sert de prétexte au gouvernement Zelensky pour aggraver ses attaques contre le monde du travail, qui étaient déjà systématiques avant la généralisation de la guerre. Le code du travail a été suspendu. La durée du travail peut aller aujourd'hui jusqu'à 60 heures par semaine, officiellement. Les patrons peuvent licencier comme bon leur semble, et se sentent tout permis. Un mécanicien de Kryvyi Rog, un des grands centres industriels et miniers du pays, a raconté ainsi à un journal, je le cite, « J'ai perdu la moitié de mon salaire du jour au lendemain. Ça, l'entreprise n'aurait jamais pu se le permettre sans la loi martiale. » Et à tout ça, il faut rajouter le système de santé, débordé par le manque de personnel et le grand nombre de patients. Quant à l'éducation, son budget a tout simplement baissé de 20% pour financer les dépenses de guerre. Une baisse financée notamment par une réduction de salaire des enseignants. Alors derrière la prétendue unité nationale, l'exploitation des travailleurs par les capitalistes locaux et étrangers, dont l'État ukrainien est le serviteur, se fait toujours plus féroce. Alors la propagande patriotique du gouvernement sert à faire accepter ces sacrifices. Mais quand c'est pas suffisant, c'est la répression qui prend le relais. On nous parle souvent de la dictature de Poutine. Mais l'État ukrainien utilise au fond les mêmes méthodes autoritaires pour mener la guerre à son peuple autant qu'à la Russie. Par exemple, l'État peine de plus en plus à trouver des soldats, d'autant que les cas de désertion se multiplient. De 24 000 en 2023, il serait passé à 90 000 en 2024. Le gouvernement a donc augmenté la peine de prison prévue contre les déserteurs. De plus, les patrouilles en civil circulent dans les rues pour rafler des jeunes hommes au hasard et les envoyer au front. Et il n'y a pas besoin de beaucoup d'imagination pour se représenter comment les patrons dans les entreprises
se servent de l'autoritarisme croissant de l'État pour imposer leurs conditions aux travailleurs. Combien d'ouvriers ont dû être menacés d'être envoyés au front s'ils n'acceptaient pas les heures supplémentaires ou les augmentations de cadence? La guerre, loin de mettre fin à la lutte de classe, ne fait que l'exacerber, la rendre plus brutale encore. Et même si je ne détaille pas la chose, parce que c'est pas mon sujet, la situation elle n'est pas moins terrible, et pour les mêmes raisons, pour les travailleurs de Russie. Mais si les travailleurs sont appelés à se sacrifier au nom de l'effort de guerre, les capitalistes par contre ne sacrifient pas leur profit sur l'autel de la patrie. En 2024, les banques ukrainiennes ont doublé leurs profits par rapport à 2021. Alors certes, certains oligarques ont perdu des plumes avec l'invasion. Rinat Akhmetov, l'homme le plus riche d'Ukraine, a perdu près de 3 milliards d'euros entre 2021 et 2022. Mais rassurez-vous, il les a récupérés depuis, et sa fortune continue de s'accroître. Il est en effet l'actionnaire principal de Metinvest, une des plus grandes sociétés minières et métallurgiques du pays, qui a pu augmenter ses ventes dans toute l'Union européenne et prévoit même de racheter des aciéries en Italie et en Pologne. Les affaires vont donc bien pour les oligarques et les sommets de l'appareil d'État, pour qui la guerre est une belle occasion de spéculer, de détourner de l'argent et de s'enrichir. Mais les plus gros profiteurs de guerre ne sont pas à Kiev, ils sont plutôt à Paris, à Berlin et à New York. La guerre s'avère être une excellente affaire commerciale pour les entreprises des pays impérialistes. En premier lieu, évidemment, les marchands d'armes. Les Thales, Dassault, Lockheed Martin et autres engrangent pour des dizaines de milliards d'euros de commandes d'armement. C'est d'ailleurs l'occasion de faire d'une pierre deux coups, puisque l'argent pour effectuer ces commandes est prêté, et non pas donné, à l'État ukrainien par les banques occidentales. Cela permet donc aux États européens et américains de faire encore plus pression sur l'État ukrainien, incapable qu'il est de rembourser ses prêts, et qui se voit donc contraint de privatiser toujours plus d'entreprises publiques et d'adapter sa législation aux besoins des grands trusts capitalistes. Les capitalistes occidentaux se sont également emparés de certains secteurs qui leur échappaient encore, notamment l'agriculture, qui représente une grosse partie des exportations ukrainiennes. Les agro-holdings, comme on les appelle, ont profité de la guerre pour s'emparer d'encore plus de terres. Elles posséderaient aujourd'hui plus de la moitié des terres agricoles du pays. Ces groupes sont souvent gérés par des oligarques locaux, associés à telle ou telle banque occidentale. Soit qu'elles possèdent des actions, soit qu'elles fassent crédit, souvent les deux. Par ailleurs, le marché de la reconstruction, estimé à 500 milliards de dollars, suscite bien des convoitises. Les entreprises comme Nestlé, Unilever ou ArcelorMittal ont déjà annoncé des projets de construction de l'usine. Et de nombreux spécialistes économiques vantent l'Ukraine comme un placement prometteur pour les capitalistes. Ce que les médias présentent comme des aides à l'Ukraine ne sont en réalité que des investissements visant à s'emparer des ressources du pays, à le réduire à l'état d'un pays placé complètement en tutelle. Et précision utile, ce pactole de l'aide est aussi une aubaine fantastique pour les bureaucrates et oligarques ukrainiens, ce que prouvent des masses de scandales de corruption qui ne cessent d'éclater malgré la censure militaire. Alors, les négociations de paix qui ont été lancées par Trump en début d'année, elles en ont surpris beaucoup. Mais en fait, au fond, ça n'a rien d'étonnant. La bourgeoisie américaine, elle a fait ses comptes. Et elle semble considérer qu'elle a tiré de la guerre ce qu'elle pouvait en tirer, et qu'elle peut donc se terminer. Déjà, l'influence russe a beaucoup reculé dans toute l'Europe de l'Est. Et dans le même temps, la guerre a permis à l'impérialisme américain d'affaiblir encore plus ses alliés et néanmoins concurrents de l'Europe, en particulier la France et l'Allemagne. Entre autres choses, l'interdiction d'achat de gaz russe, bien que seulement partiellement respectée, a essentiellement profité aux compagnies américaines, qui ont pu vendre leur gaz liquéfié beaucoup plus cher à la place. Cela a en revanche beaucoup pénalisé les entreprises européennes, en particulier les industriels allemands, qui utilisaient beaucoup de gaz russe. Les groupes américains de l'armement ont également raflé la part du lion des commandes, non seulement en Ukraine, mais aussi dans le reste de l'Europe de l'Est, Allemagne comprise. Alors les négociations lancées par les États-Unis, elles ont pour objectif de conclure le partage du gâteau ukrainien avec Poutine, en laissant le moins de miettes possible aux autres. Trump traduit cette volonté du capital américain dans son propre style grossier, par exemple en mettant en scène, à la Maison-Blanche, sa virulente diatribe contre Zelensky, devant les caméras du monde entier. Et tout ça, c'est aussi un moyen de rappeler à tous, avec brutalité, qui décide, qui est le patron. C'est la réalité des prix en somme. Alors, quel sera le contenu concret des accords de paix?
Et quand pourrait-il être signé s'ils ne le sont jamais? Bon bah ça on ne le sait pas, et bien malin qui pourrait le deviner. En tout cas, une chose est sûre, c'est que les grands principes dits démocratiques, pour lesquels la guerre avait soi-disant commencé, ne compteront pour rien dans le résultat final. Trump l'a annoncé clairement, en ouvrant la porte à la reconnaissance des conquêtes russes. Elles sont bien loin, les grandes déclarations des États-Unis qui, il y a moins d'1 an, signaient un accord de sécurité avec l'Ukraine. Les promesses des impérialistes n'engagent que ceux qui les croient. Zelensky a fait un peu de résistance verbale, ne serait-ce que pour ne pas sembler trop faible face à son opinion publique, et surtout face à son propre appareil d'État, dans lequel il y en a qui leur rennent sa place. Mais au final, il fera ce que les États-Unis lui diront de faire. D'ailleurs, début mai, le Parlement ukrainien a ratifié, le couteau sur la gorge, un accord avec les États-Unis qui octroie la priorité aux entreprises américaines pour les minerais et terres rares du pays. Et dans ce marchandage entre grandes puissances, pour le moment en tout cas, les impérialismes européens se retrouvent laissés de côté. Et ils craignent qu'un accord soit conclu sans eux et que les grands les privent de décès. Bon bah c'est ça, et non une quelconque inquiétude par rapport au sort du peuple ukrainien qui explique les gesticulations guerrières des dirigeants européens et les grands discours sur la sécurité européenne, comprendre la sécurité des profits des bourgeois. Et cette propagande, qui s'est intensifiée ces derniers temps, a aussi un objectif intérieur. En rabâchant qu'il y aurait un danger d'invasion russe, il s'agit de mettre en condition la population en vue d'une prochaine guerre, de la lui faire accepter comme inévitable, et de lui faire accepter déjà tous les sacrifices financiers, budgétaires, le saccage des services publics que cela implique. Sous une forme ou sous une autre, cette idée qu'il existerait un intérêt national français à défendre tous ensemble, elle est reprise par tous les partis, de l'extrême droite jusqu'à la gauche. Et ça, c'est un poison mortel pour les travailleurs. Et si on veut en voir les conséquences, il faut justement regarder en Ukraine et en Russie, où les peuples, au nom de l'intérêt national, ont été montés les uns contre les autres par leurs dirigeants, et ont été contraints d'aller tuer et mourir pour défendre les intérêts de leurs exploiteurs. Alors, quelle perspective y a-t-il pour la population ukrainienne? Même dans l'hypothèse hautement improbable où l'Ukraine récupérerait tous ses territoires, le pays serait quand même ravagé. 10% des logements ont déjà été détruits, ainsi que des milliers de kilomètres de routes, de voies ferrées et autres infrastructures vitales. Pour reconstruire tout ce qui a été détruit, les travailleurs seront encore appelés à faire des sacrifices, comme en France après la Deuxième Guerre mondiale. Et à l'époque, la vie elle avait continué à s'aggraver après la fin de la guerre. La ration quotidienne de nourriture elle était plus faible en 1947 qu'en 1944. Et en plus de tout ça, l'État il devra encore s'endetter pour financer les chantiers, engraissant les banques occidentales d'une part, les Vinci, Bouygues et autres entreprises du BTP d'autre part. Et cet endettement, là encore, il sera payé par les travailleurs d'une manière ou d'une autre. Finalement, en donnant leur vie pour la soi-disant patrie, les travailleurs n'auront gagné que le droit d'aller se casser le dos dans des mines et des usines dominées par les capitaux américains et européens, avec la complicité des oligarques locaux. Et la prétendue démocratie, qu'ils auront défendue de leur sang, continuera de servir les intérêts de leurs maîtres et de les réprimer s'ils osent contester leur domination. Et en plus de tout ça, qui parierait que la guerre ne reprendra pas plus tard? Les antagonismes d'intérêts entre capitalistes occidentaux et bureaucrates russes ne disparaîtront pas avec des accords de paix, pas plus qu'ils n'ont disparu après les accords de Minsk de 2014. L'approfondissement de la crise pourrait pousser les États européens ou les États-Unis à remettre en cause le partage du butin et à chercher à reprendre la part laissée à la Russie. On ne manque pas d'exemples de régions ravagées par des guerres périodiques. Il suffit de penser à l'Afghanistan, au Moyen-Orient ou au Cachemire, qui sont autant de barils de poudre prêts à exploser à tout moment. Les Ukrainiens, et les Russes d'ailleurs, devront vivre en permanence avec l'épée de Damoclès de la guerre suspendue au-dessus de leur tête. Et cela renforcera encore leur dépendance à leur propre État oppresseur, avec derrière lui l'OTAN et les puissances impérialistes. Non, le capitalisme n'a rien à apporter au peuple ukrainien. Ni la prospérité, ni la paix, ni même l'indépendance, tant vantée par les nationalistes comme gage de liberté. La seule perspective d'avenir pour les travailleurs et paysans ukrainiens, c'est de renverser leur propre gouvernement, leurs propres exploiteurs, et de prendre eux-mêmes le pouvoir. Ce serait le seul moyen d'échapper à la mise sous tutelle du pays par l'impérialisme,
en refusant de reconnaître les accords et les dettes des oligarques ukrainiens, ainsi qu'en arrachant l'économie des griffes des capitalistes occidentaux pour la gérer collectivement et rationnellement. La prise du pouvoir par les travailleurs serait aussi le seul moyen de mettre un terme à la menace d'une nouvelle guerre avec la Russie. Une révolution ouvrière en Ukraine trouverait forcément un écho considérable dans toute l'Europe de l'Est, mais aussi et surtout en Russie, où des millions de personnes ont des liens familiaux, amicaux, professionnels, de part et d'autre de la frontière. Les travailleurs russes souffrent aussi dans leur chair des horreurs de la guerre. Eux aussi subissent la violence des combats, les morts qui s'empilent, l'angoisse d'être envoyés au front. Eux aussi voient les prix s'envoler et les privilégiés s'enrichir. Et eux aussi font face à un État de plus en plus autoritaire. Les travailleurs russes sont en réalité, quoi qu'en disent les nationalistes des deux bords, les meilleurs alliés des travailleurs ukrainiens dans la lutte contre leurs oppresseurs communs. Alors évidemment, une telle perspective peut sembler lointaine, sinon inaccessible. La guerre a creusé un fossé de sang entre les peuples. Elle a renforcé les courants nationalistes et les appareils d'État. Et on peine à imaginer comment une révolution internationale pourrait avoir lieu. Mais dans l'histoire, les guerres ont souvent enfanté les révolutions. Et il y a une centaine d'années, ce sont les horreurs de la Première Guerre mondiale qui ont précipité le déclenchement de la révolution en 1917. Et à l'époque, c'est d'abord en Russie que les travailleurs se sont révoltés contre le pouvoir, mais leur révolution, elle a trouvé un écho parmi les travailleurs du monde entier, y compris les travailleurs allemands, contre lesquels ils étaient forcés de se battre depuis 3 ans. Et quand, en novembre 1918, les ouvriers allemands se sont révoltés à leur tour, ils ont créé des soviets inspirés de l'exemple de la révolution russe. La propagande nationaliste, la répression des États, tout ça peut freiner ou masquer la lutte de classe. Mais elle finit toujours par se frayer un chemin. Et d'une manière ou d'une autre, des révoltes finissent toujours par éclater. Les médias eux-mêmes sont contraints d'admettre que le sentiment anti-guerre grandit de plus en plus dans la population ukrainienne comme russe. Et qui sait ce qui se passe dans la tête de millions d'exploités qui n'ont le droit de rien dire mais qui n'en pensent pas moins. Forcément, un sentiment de colère et d'injustice fait son chemin. Et des révoltes pourraient très bien exploser et surprendre tout le monde. Mais pour que ces révoltes ne restent pas sans lendemain, pour qu'elles ouvrent la voie à des changements radicaux de société, encore faut-il que les exploités aient une claire conscience de leurs intérêts, de qui sont leurs alliés et leurs ennemis. Ils ont des alliés partout, dans la classe ouvrière des autres pays, et ils ont un ennemi mortel dans leur pays, leur propre gouvernement, leur propre bourgeoisie. Mais cette conscience de classe, elle ne peut pas exister en l'air. Il lui faut s'incarner dans un parti communiste révolutionnaire, c'est-à-dire animé par des militants et militantes, défendant en permanence, au sein de la classe ouvrière, les idées communistes, révolutionnaires et internationalistes. En 1917, c'est l'existence d'un tel parti, le parti bolchevique, qui a permis aux travailleurs russes d'aller jusqu'au bout de leur combat et de renverser la bourgeoisie sur un 6e des terres émergées. Et aujourd'hui encore, l'existence de partis communistes révolutionnaires sera nécessaire pour permettre aux révolutions à venir d'être victorieuses, en Ukraine, en Russie et dans le reste du monde. Alors nous ne vivons certes pas en Ukraine ou en Russie, mais nous pouvons quand même militer, là où nous sommes, pour faire vivre et partager par la classe ouvrière et la jeunesse les idées de la lutte de classe et de la révolution internationale, qui sont les seules perspectives d'avenir pour l'humanité.